En ce moment même, dans le nord du Michigan, une mécanique de destruction est en train de rejouer presque à l'identique un scénario que l'État avait déjà subi, déjà documenté, déjà supplié de ne pas revivre. Le dimanche 15 mars, à 4h15 du matin, le National Weather Service avertit qu'une longue période de conditions de blizzard est désormais engagée. À 10h, l'État active son centre d'opération d'urgence. À 13h, le pont de Mackinac, l'unique liaison routière entre les deux moitiés du Michigan, ferme complètement. Et avant la fin de l'après-midi, des taux de chute de neige de 3 pouces par heure effacent l'horizon. Ce que les scientifiques ont trouvé dans les relevés, les rapports d'exploitation, les cartes de pression et les observations au sol est plus inquiétant qu'une simple tempête hivernale. Ce n'est pas un épisode isolé. C'est un système atmosphérique en cascade, un enchaînement d'événements qui révèle, minute après minute, la vulnérabilité d'une infrastructure moderne exposée à une physique qui ne négocie jamais. Au cœur de cette crise, les chiffres s'alignent avec la froideur d'un électrocardiogramme. En une seule nuit, 131 000 Américains perdent l'électricité. À l'échelle nationale, environ 3 000 vols sont perturbés ou immobilisés. La Chambre des représentants des États-Unis annule des votes. Dans le comté de Roscommon, 87% de la population bascule dans le noir. Le centre d'appel d'urgence 911, qui gère en temps normal 5 appels par heure, encaisse des pics de 90 appels par heure, soit 18 fois la cadence ordinaire. Dans l'Upper Peninsula, Marquette voit tomber en 2 jours un volume de neige suffisant pour effacer un record intact depuis 1997. La ville franchit un seuil qui n'aurait dû appartenir qu'aux archives. Son ancien record journalier, 7,7 pouces, est pulvérisé lorsque 21,7 pouces tombent en une seule journée. Un record ne se contente pas d'être battu, il est défiguré. Mais la neige, aussi spectaculaire soit-elle, n'est qu'une partie du mécanisme. Pendant que la péninsule supérieure est ensevelie, la péninsule inférieure nord reçoit autre chose. Une glace de verglas, lisse, transparente, discrète en apparence, et pourtant d'une brutalité structurelle extrême. Un quart de pouce de glace, cela paraît presque dérisoire sur le papier. Dans le réel, cela change la charge mécanique sur les lignes, les bras de support, les isolateurs, les arbres, les haubans, les poteaux. La masse s'ajoute partout à la fois. Les câbles s'affaissent, les travées perdent leur géométrie de sécurité. Les branches accumulent une gaine lourde qui ne se tasse pas comme la neige. Elle rigidifie, elle tend, puis elle casse. La glace ne plie pas le paysage, elle le fracture. Dans les comtés de Roscommon, Alpena, Ogimo et Montmorency, chaque route devient une coupe anatomique du réseau électrique. Des arbres couchés sur les axes principaux, des lignes primaires arrachées, des secondaires emmêlés dans des débris, des accès rendus impossibles aux équipes de terrain. On parle de plus de 3200 lignes tombées au sol dans les secteurs les plus touchés. Les techniciens ne réparent pas une panne, ils affrontent une multiplication de points de rupture, un tissu nerveux déchiqueté. Lorsqu'une société de distribution emploie noir sur blanc le mot « catastrophique », ce n'est pas de la rhétorique. C'est le signe qu'elle a elle-même franchi son vocabulaire habituel de crise. Alpena Power dessert 16 781 clients. Dans la nuit, près de 14 000 basculent hors tension. Cela représente presque l'extinction complète de sa zone vitale. Puis vient le troisième temps de cette séquence, celui qui transforme une panne en menace physiologique, l'air arctique. Derrière la neige et derrière le verglas, une masse d'air d'origine polaire plonge sur la région. Le refroidissement éolien atteint environ -18. Dans une maison privée de courant, cela signifie plus de fournaises, plus de souffleries, plus de chaleur distribuée, parfois plus de pompes, plus de communication stable, plus de sécurité élémentaire. Le froid cesse d'être une donnée météorologique et devient un facteur de survie. Les autorités locales ouvrent des centres de réchauffement. Les chefs de service incendie répètent les mêmes consignes, encore et encore. Restez sous des couvertures, calfeutrez les ouvertures, n'utilisez pas les cuisinières à gaz pour chauffer les pièces, méfiez-vous du monoxyde de carbone. Une civilisation très technologique se retrouve soudain ramenée à des gestes presque primitifs. Conserver la chaleur corporelle, fermer une porte, économiser une batterie, attendre. À 16h40, dimanche, au large de Mackinac Island,
Un homme se retrouve isolé sur une glace fracturée à environ 1 mile de la côte. Les secours aériens ne peuvent pas décoller. Pas un seul hélicoptère disponible pour voler dans ces conditions. Il faut un brise-glace de la garde côtière déjà présent dans le détroit pour aller le chercher. Sans ce navire, dira plus tard un responsable local, l'homme n'aurait probablement pas survécu. Cette scène n'est pas un simple fait divers. Elle expose la géométrie exacte d'un système en surcharge. Vent, glace vive, visibilité nulle, appareil immobilisé, fenêtre de sauvetage réduite à presque rien. Une seule ressource positionnée au bon endroit au bon moment sépare la survie de la mort par hypothermie. Voilà la vraie définition d'une marge critique. Ce que les scientifiques ont trouvé en remontant l'origine du phénomène déplace encore davantage l'échelle du récit. Des semaines avant que le Michigan ne se retrouve paralysé, quelque chose s'était déjà déréglé très haut au-dessus de l'Arctique. Un réchauffement stratosphérique soudain. Dans la haute atmosphère, la température grimpe brutalement, perturbe la circulation, déforme le vortex polaire, affaiblit l'anneau de vent qui tend normalement à confiner l'air le plus froid près du pôle. Lorsque cette structure se disloque ou se décale, le courant G se met à onduler avec plus d'amplitude. Il se cabre, plonge, remonte, dessine de profondes boucles méridiennes. L'air arctique descend plus bas. L'air doux et chargé d'humidité remonte plus loin au nord. Et lorsqu'il se rencontre sur les grands lacs, la machine synoptique change de régime. Le contraste thermique devient alors le carburant d'une cyclogénèse explosive. Une dépression qui perd plus de 24 millibars en 24 heures franchit le seuil de ce que les météorologues appellent la bombogénèse. Ce mot a parfois été vidé de sa substance par l'usage médiatique. Ici, il retrouve son sens exact. La pression chute assez vite pour intensifier violemment le système, renforcer les gradients, accélérer les vents, augmenter le transport d'humidité et concentrer l'énergie disponible dans une structure plus agressive. En d'autres termes, la tempête n'avance pas seulement. Elle s'organise, se creuse, se muscle. Elle devient plus efficace à produire du chaos. Les grands lacs, eux, n'amortissent pas cette dynamique. Ils l'alimentent. Même en mars, même tard dans la saison froide, des surfaces d'eau libre subsistent. Elles fonctionnent comme des moteurs d'évaporation. L'air arctique qui les traverse se charge en humidité. Plus l'air est froid, plus l'écart entre la surface liquide et la masse d'air favorise des flux intenses de chaleur et de vapeur. Cette humidité est ensuite restituée sous forme de neige sur les zones sous le vent. C'est l'effet de lac, mais poussé dans une configuration déjà extrême par la dynamique synoptique générale. Une mauvaise tempête devient un épisode hors norme lorsqu'un cyclone profond, une advection d'air polaire et des réservoirs lacustres encore actifs se mettent à coopérer sans interruption pendant près de 2 jours. Les relevés le montrent avec une netteté implacable. Wetmore, dans le comté d'Alger, approche ou dépasse les 52 pouces. Herman, dans le comté de Baraga, enregistre environ 45 pouces. Forest Lake, dans le comté d'Alcona, dépasse 42 pouces. Cusino, dans Schoolcraft, approche 48,5 pouces. Près du mont Harvon, point culminant du Michigan, une station d'observation note 39 pouces en une seule journée, une valeur susceptible de rivaliser avec les extrêmes historiques de l'État. Ces chiffres ne sont pas seulement élevés, ils sont géophysiquement instructifs. Ils disent que l'atmosphère a trouvé, pendant un laps de temps limité, une manière presque parfaite de convertir l'énergie disponible en précipitations solides sur des couloirs très précis. Le Michigan n'a pas été touché uniformément. Il a été ciblé par la physique des trajectoires, des vents et des reliefs. Et c'est là que la civilisation apparaît sous sa forme la plus fragile. Non pas faible partout, mais extraordinairement faible sur quelques points de rupture. Un seul pont fermé et l'État se coupe en deux. Quelques dixièmes de pouces de glace et des dizaines de milliers de foyers s'éteignent. Quelques arbres sur les mauvaises routes et la logistique ralentit au point de perdre la bataille contre le temps. Les réseaux modernes promettent une résilience distribuée. Dans les faits, ils restent gouvernés par des nœuds, des goulets, des dépendances, des artefacts de conception hérités de décennies plus clémentes ou de standards devenus insuffisants. Enterrer les lignes coûte cher. Renforcer les travées coûte cher. Élaguer massivement coûte cher. Ne pas le faire coûte moins cher, jusqu'au jour où tout casse simultanément. Or, ce jour-là n'est pas arrivé dans un vide historique. À peine 12 mois plus tôt, en mars 2025,
Cette même région avait déjà subi une tempête de verglas majeure. 250 000 de clients avaient alors perdu l'électricité. L'État avait demandé une aide fédérale d'urgence. L'épisode avait reçu sa déclaration d'urgence. Et pourtant, entre cette catastrophe et celle-ci, le paysage technique n'a pas été profondément transformé. Les lignes n'ont pas été enterrées à grande échelle. Les secteurs les plus vulnérables n'ont pas été suffisamment durcis. Les mêmes comtés, les mêmes modes de défaillance, les mêmes types de ruptures se retrouvent à l'écran, comme si le territoire était coincé dans une boucle de répétition. C'est ici que commence l'écho du passé, non pas celui des vieux hivers romantiques, mais celui des avertissements ignorés. L'histoire des Grands Lacs est remplie de signaux avant-coureurs. Le blizzard de 1978 avait déjà rappelé qu'un système hivernal pouvait immobiliser des régions entières en quelques heures. La tempête de verglas de 1998, plus à l'est, avait démontré avec une violence quasi expérimentale qu'une infrastructure aérienne confrontée à des charges de glace prolongées devenait un système de dominos. Les grands naufrages du lac supérieur du 19e siècle à l'époque moderne avaient appris une autre leçon. Quand l'atmosphère et l'eau froide décident d'agir ensemble, l'erreur humaine n'est plus le seul risque. C'est l'environnement lui-même qui devient l'adversaire principal. Le Michigan de mars n'est pas simplement hivernal. Il est situé sur une zone de rencontre entre humidité continentale, masse d'air polaire, réservoirs thermiques lacustres et lignes d'infrastructures tendues à travers des forêts qui peuvent se transformer en une nuit en armes gravitationnelles. Ce qui rend cet épisode plus sombre encore, c'est sa structure en séquence. La neige n'arrive pas seule, le verglas n'arrive pas seul, le froid n'arrive pas seul. Chaque phase prépare la suivante. La neige bloque les voies d'accès et désorganise les circulations. Le verglas abat les lignes et coupe l'électricité. Le froid transforme la panne en crise humaine. Les services de secours entrent alors dans un territoire mathématiquement défavorable. Plus de demandes, moins de mobilité, moins de visibilité, plus de danger pour les intervenants eux-mêmes. C'est ainsi qu'un aléa météorologique devient une crise systémique. À Marquette, les habitants vident les rayons avant même les premières rafales. Ce geste paraît banal, presque rituel. Il ne l'est pas. Il signifie que la population a appris à lire les signaux d'une atmosphère menaçante, qu'elle sait à quelle vitesse la normalité peut disparaître. Le lundi, certaines portes d'entrée s'ouvrent sur des murs de neige montant jusqu'au haut des encadrements. Sur la rive du lac supérieur, des vagues de près de 20 pieds projettent de l'eau qui gèle en carapace sur tout ce qu'elle touche. La ville n'est plus seulement sous la neige, elle est encapsulée dans un matériau froid, lourd, abrasif, accumulé par couches. Et pendant ce temps, plus au sud, dans l'obscurité des comtés frappés par la glace, d'autres scènes se jouent, souvent sans caméra. Une voiture de police manque d'être écrasée par un arbre chargé de verglas. Des voisins dégagent eux-mêmes des routes avant l'arrivée des premiers secours. Des équipes de ligne travaillent par rotation de 16 heures, pendant que des renforts convergent depuis d'autres États. Un poste de commandement mobile est déplacé pour gagner des minutes de coordination. Chaque minute compte, parce que le froid ne suspend jamais son avancée. Il bat comme un pendule. Ce que les scientifiques ont trouvé, ce que les services d'urgence ont vu, ce que les habitants ont subi convergent vers une même conclusion. Le Michigan n'a pas seulement été frappé par une tempête, il a été frappé par un modèle. Un modèle atmosphérique capable de se répéter, une infrastructure capable d'échouer aux mêmes endroits, un territoire capable d'endurer, mais pas indéfiniment. Et si le passé commence à résonner maintenant, c'est parce qu'il ne parle plus comme un souvenir, il parle comme une prévision. Le passé, dans cette région, ne disparaît jamais vraiment. Il reste inscrit dans les cernes des forêts, dans les archives des compagnies d'électricité, dans les rapports d'intervention, dans les photographies de routes noyées sous les branches, et dans la mémoire des familles qui ont appris à compter non pas les saisons, mais les coupures. Le nord du Michigan vit à la jonction de plusieurs mondes physiques, l'énergie libre des Grands Lacs, l'instabilité du courant G, la réserve d'air glacial venue du nord, et une couverture forestière immense qui devient, sous le verglas, une armée de leviers et de projectiles. Chaque hiver difficile y laisse une cicatrice. Mais ce qui rend la séquence de mars 2025 puis mars 2026 si alarmante, c'est la cadence. Une répétition à 12 mois d'intervalle, sur les mêmes territoires, avec les mêmes faiblesses. Dans la chronologie des catastrophes, c'est le genre de rythme qui transforme un accident en diagnostic. Les vieux habitants des comtés du Nord connaissent la grammaire de ces nuits-là.
D'abord le silence anormal, puis le crépitement très sec des branches qui prennent la glace. Ensuite les coups sourds, un arbre qui cède, puis un autre. Puis les flashs bleus dans le lointain quand une ligne touche le sol ou qu'un transformateur lâche. Enfin, le noir. Un noir total, sans lampadaire, sans télévision, sans ventilation, sans chauffage pulsé, sans le petit bruit de fond électrique auquel une société entière s'était habituée au point de ne plus l'entendre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on comprend la vitesse à laquelle le confort moderne se retire. En quelques secondes, une maison redevient une enveloppe froide exposée à l'extérieur. Imaginez une famille dans le comté de Roscommon, au milieu de la nuit. Le thermomètre descend. Le vent continue de pousser un air à refroidissement éolien proche de -18. Le courant a disparu depuis des heures. Le téléphone n'a plus qu'un faible pourcentage de batterie. La chaudière ne redémarrera pas. Les enfants gardent leur manteau à l'intérieur. On bouche le bas des portes avec des serviettes. On regroupe tout le monde dans une seule pièce pour conserver un peu de chaleur. On renonce à ouvrir le réfrigérateur pour ne pas perdre l'air froid inutilement. Paradoxe absurde d'une maison glacée où l'électricité manque à l'intérieur tandis que le froid est partout dehors. Et sur la route, personne ne vient vite, parce que les routes secondaires sont obstruées, que les arbres continuent de tomber et que l'urgence n'est plus une exception, elle est devenue la norme. Dans ces heures-là, les centres de réchauffement ne sont pas de simples bâtiments publics. Ils deviennent des poches de continuité humaine. Une salle communale, une caserne, un hall municipal peuvent faire la différence entre une nuit rude et une crise médicale. Des agents locaux, des pompiers, des bénévoles, des employés municipaux installent des chaises, des couvertures, des prises pour recharger les téléphones, des boissons chaudes, parfois des lits improvisés. C'est une logistique très élémentaire en apparence, mais elle repose sur toute une chaîne invisible. Du carburant pour les générateurs, des routes praticables, des personnels reposés, des communications qui fonctionnent encore. Dans une catastrophe hivernale, la chaleur devient une ressource logistique. Elle se distribue presque comme un médicament. Les histoires individuelles, elles, donnent à la statistique son vrai poids. Cet homme parti en motoneige malgré les avertissements, isolé sur une glace fissurée à environ 1 mile de Mackinac Island, n'est pas seulement le protagoniste imprudent d'un sauvetage spectaculaire. Il est le révélateur d'une autre vérité. Lorsque les conditions deviennent extrêmes, même les moyens de secours les plus avancés perdent de leur portée. Les hélicoptères cloués au sol, la visibilité inexistante, la glace en mouvement, le vent, le temps d'exposition, tout cela réduit le champ d'action de la technologie. La survie de cet homme dépend d'un brise-glace déjà présent dans le détroit, presque d'un hasard opérationnel heureux. Retirez cet élément du tableau et l'histoire se termine autrement. Dans les récits de catastrophes, il existe toujours un point où l'on passe de secours retardé à secours impossible. Cette nuit-là, le Michigan a regardé cette frontière en face. Sur les routes de la péninsule inférieure nord, d'autres scènes n'ont pas été filmées. Des personnes âgées isolées dans des maisons tout électriques. Des patients dépendant d'appareils médicaux à domicile. Des conducteurs stoppés par des arbres tombés avant même d'atteindre la route principale. Des familles qui n'ont pas pris la mesure du verglas parce que la glace, contrairement à la neige, ne se voit pas toujours bien sous les phares. Des agents de ligne avançant mètre par mètre dans des corridors forestiers devenus instables, sachant que les branches au-dessus d'eux restent chargées et peuvent encore céder. Dans les bilans publics, on comptera les clients affectés, les mégawatts perdus, les comtés en état d'urgence, les kilomètres de ligne au sol. Mais la catastrophe réelle est granulaire. Elle se vit pièce par pièce, route par route, maison par maison. À l'échelle économique, les conséquences se propagent loin au-delà des zones ensevelis. Quand le pont de Mackinac ferme, ce n'est pas seulement un axe qui s'interrompt, c'est une articulation entière de la circulation régionale qui se fige. Les flux de marchandises, de carburant, de secours, de travailleurs, de pièces de réparation et d'approvisionnement hivernal se compriment ou se détournent. Les fermetures de tribunaux, d'écoles, de bureaux publics, les annulations de vols, les livraisons reportées, les services de santé ralentis, tout cela produit une onde de choc économique qui ne se lit pas immédiatement dans les images spectaculaires. On voit la neige contre les maisons, les vagues gelées sur le rivage, les poteaux inclinés. On voit moins les heures de travail perdues, les entreprises contraintes à l'arrêt, les denrées gâchées, les hôtels pleins de voyageurs bloqués, les générateurs à louer,
les tronçonneuses et le carburant qui s'épuisent, les chaînes d'approvisionnement qui absorbent encore un choc supplémentaire. Pour les compagnies d'électricité, la facture n'est pas seulement financière, elle est aussi structurelle. Déployer plus de 700 équipes, faire venir des renforts depuis d'autres États, déplacer des unités de commandement, sécuriser des milliers de lignes tombées, établir des priorités entre hôpitaux, stations de pompage, carrefours critiques, centres de réchauffement et quartiers résidentiels, tout cela revient à pratiquer de la chirurgie de guerre sur un système déjà blessé. Et plus la restauration dure, plus le système se fragilise encore. Fatigue humaine, erreurs possibles, pièces manquantes, accès difficile, nouvelle chute d'arbres. Les responsables peuvent annoncer des dizaines ou des centaines de milliers de clients réalimentés, et ce sera vrai. Mais la vérité inverse l'est aussi. Il suffit que quelques couloirs forestiers restent actifs, que quelques branches continuent de casser dans la nuit, pour recréer de nouvelles coupures presque aussi vite que les anciennes sont réparées. Voilà pourquoi la question essentielle n'est plus seulement météorologique, elle devient géophysique, forestière, énergétique et presque philosophique. Combien de fois une région peut-elle encaisser le même type d'impact, avant que l'on admette que le phénomène n'est pas exceptionnel, mais récurrent? Les relevés du passé montrent déjà une montée des contrastes et des extrêmes qui favorisent les épisodes hybrides. Pluie, neige lourde, verglas, chute thermique brutale, vent fort, effet de lac, tout cela parfois dans la même séquence. Or, les réseaux conçus pour des aléas séparés résistent moins bien à des aléas combinés. Un système peut supporter une forte neige, il peut supporter un verglas modéré, il peut supporter une vague de froid. Mais lorsqu'on les additionne dans le bon ordre, en moins de 48 heures, on dépasse la somme simple des risques. On entre dans une zone de non-linéarité, celle où les défaillances se multiplient plus vite que les protections. Et l'atmosphère, elle, ne promet aucun répit moral. Le vortex polaire, perturbé par le réchauffement stratosphérique soudain, ne redevient pas instantanément stable parce qu'une tempête s'est déjà produite. Le courant G ne se redresse pas par compassion. Tant que les ondulations persistent, tant que le contraste entre l'air arctique et l'humidité remontant du sud reste exploitable par une nouvelle dépression, la possibilité d'un autre système demeure ouverte. C'est cela, le vrai pendule. Non pas seulement le retour de l'hiver, mais le retour des configurations. Le motif qui a fabriqué cette tempête n'a pas nécessairement disparu au moment même où les équipes réparent les dégâts de la précédente. Dans ce contexte, la forêt du nord du Michigan devient elle aussi un personnage central. Des millions d'arbres bordent les routes et traversent les emprises électriques. Après une tempête de glace, nombre d'entre eux ne tombent pas tout de suite. Ils sont blessés, fendus, déséquilibrés, affaiblis à leur base ou dans leur roupier. Ils restent debout par inertie, puis cèdent plus tard sous une rafale, un redoux, un nouveau gel, parfois même sous leur propre déséquilibre interne. Cela signifie qu'une tempête ne s'arrête pas quand le ciel s'éclaircit. Elle continue sous forme de chutes différées, d'accidents secondaires, de nouvelles lignes rompues, de routes rouvertes puis refermées. Les dégâts ont une demi-vie. Les conséquences humaines prolongées sont souvent les moins visibles. Après qu'une maison a passé 2 ou 3 jours sans courant en conditions polaires, ce ne sont pas seulement les occupants qui sont touchés. Ce sont les canalisations qui peuvent geler et éclater, les médicaments qui nécessitent une chaîne thermique, les personnes en convalescence, les commerces de proximité, les élevages, les stations de pompage, les petites municipalités vivant sur générateurs. Une panne longue en hiver n'est pas un simple désagrément étendu. C'est une dégradation progressive de la capacité d'un territoire à rester habitable sans assistance. C'est ici que l'avertissement final devient impossible à éviter. 2 années de suite, en mars, la même région a connu une séquence assez grave pour justifier des mesures d'urgence. 2 années de suite, la même architecture de vulnérabilité est apparue. Lignes aériennes exposées, forêts proches des emprises, accès routiers dépendants de corridors limités, population dispersée, froid intense arrivant après la rupture électrique. 2 années de suite, les habitants ont compensé par leur solidarité, leur endurance, leur débrouillardise. Mais la résilience communautaire, aussi admirable soit-elle, ne doit jamais devenir l'excuse qui permet de différer les renforcements techniques. L'héroïsme des voisins avec des tronçonneuses n'est pas un plan d'infrastructure. La bonne volonté des centres de réchauffement n'est pas un réseau durci.
Le courage des équipes de terrain n'est pas une politique de prévention. Alors que faire précisément? Enterrer les lignes là où la densité et la criticité le justifient? Renforcer les supports dans les corridors les plus exposés? Repenser les lagages non comme une dépense variable, mais comme une défense structurelle? Multiplier les micro-réseaux pour les sites critiques? Cartographier les secteurs où le verglas produit systématiquement les mêmes modes de rupture? Prépositionner davantage de moyens spécialisés avant les épisodes? Protéger les centres de réchauffement par des capacités énergétiques autonomes, durables? Mieux articuler météo, foresterie, gestion de réseau et services de secours au lieu de les traiter comme des silos? Il ne s'agit pas de vaincre l'hiver. Il s'agit de réduire la quantité de société que l'hiver peut emporter à chaque attaque. Parce qu'au fond, le problème n'est pas que le Michigan connaisse la neige, le vent, la glace ou le froid. Il les a toujours connus. Le problème est l'écart grandissant entre la violence de certaines combinaisons atmosphériques et la vitesse à laquelle les systèmes humains se transforment pour y répondre. Cet écart, c'est là que les catastrophes naissent. Pas dans la météo seule, dans la rencontre entre la météo et l'inertie. En ce moment même, alors que certaines routes restent difficiles, que des branches continuent de craquer dans l'obscurité, que des foyers attendent encore le retour du courant, l'horloge ne s'est pas arrêtée. Mars n'est pas terminé. Le schéma atmosphérique qui a permis ce désastre n'a pas nécessairement cessé d'exister. Et dans les comtés où les mêmes lignes ont cédé 2 années de suite, la vraie question n'est plus de savoir si les habitants sauront tenir. Ils tiendront, parce qu'ils tiennent toujours. La vraie question est de savoir combien de temps encore on exigera d'eux qu'ils compensent, par le courage et l'improvisation, ce qui aurait dû être compensé par la préparation, le renforcement et la mémoire technique. Le nord du Michigan vient de recevoir un avertissement qui sonne comme un compte à rebours. La neige a enterré les routes, la glace a abattu les lignes, le froid a pénétré les maisons. Les secours ont atteint leurs limites. Les records sont tombés. Les mêmes failles se sont réouvertes, et le pendule continue de battre. La prochaine tempête n'a pas besoin d'être plus forte pour devenir pire. Il lui suffit de revenir avant que quelque chose change.